Le gouvernement libéral proteste, mais fait preuve d'une insigne faiblesse. Il refuse d'envoyer la troupe pour ramener l'ordre et rétablir dans leurs fonctions les hommes élus démocratiquement. Au lieu de cela, un commissaire connu pour ses sympathies fascistes est nommé à la tête de la province. La violence a gagné, Farinacci proclame la victoire depuis le balcon. Fascistes de Crémone, les socialistes ont perdu la municipalité à jamais. La même situation se reproduit un peu partout dans le nord et le centre de l'Italie. Pour les fascistes, la victoire est proche. Officiellement, le pays est dirigé par un gouvernement libéral, mais des régions entières du pays échappent à son contrôle. Au début, l'État n'a pas compris la violence fasciste et l'a interprétée comme une réaction à la violence socialiste. Puis, quand les fascistes ont anéanti les organisations socialistes et imposé leur système dans les villes du nord et du centre du pays, l'État n'était plus en mesure de les stopper, sans compter qu'il avait quelques sympathies pour le mouvement. Celui-ci affirmait vouloir défendre l'État, la société bourgeoise, la propriété et les valeurs patriotiques. Autant de valeurs rejetées par le socialisme. L'implantation du fascisme dans l'Italie rurale a des conséquences impressionnantes. Fin 1921, le parti est passé de 20 000 à plus de 200 000 membres. Sur le plan électoral aussi, le succès est au rendez-vous. 38 fascistes, dont Mussolini, sont élus au Parlement. Étonnamment, le parti bénéficie d'un large soutien. Le noyau dur du mouvement était constitué par la classe moyenne, mais aussi par une partie de la classe ouvrière, y compris des ouvriers de l'industrie. Et détail intéressant, il y a également la présence d'un nombre d'étudiants étonnamment élevé par rapport à leur masse au sein de la population italienne. À l'été 1922, les socialistes ont presque perdu la volonté de se battre. Malgré tout, ils font une dernière tentative désespérée pour arrêter les fascistes en appelant à la grève générale le 1er août 1922 pour la défense des libertés politiques et syndicales. C'est un échec. Au lieu des grévistes, ce sont les soldats et les fascistes qui sont au rendez-vous. Les squadristi attaquent les locaux des socialistes et des syndicats, souvent avec le soutien déclaré de la police et de l'armée. Mussolini se rend compte qu'il tient une occasion historique de frapper un grand coup. Les socialistes sont battus, le gouvernement est affaibli et l'armée bien disposée. Même le nouveau pape semble sourire au fascisme. Mussolini décide donc d'organiser une marche sur Rome contre le gouvernement libéral. La veille, les chefs des groupes locaux, comme Roberto Farinacci, s'emparent violemment du pouvoir dans les provinces du Nord et du Centre. Le 28 octobre 1922, 25 000 chemises noires convergent sur la capitale pour exiger le pouvoir. Une impressionnante démonstration de force, et pourtant, le fascisme peut encore être arrêté. Giovanni Battista Amendola est ministre au sein du gouvernement. Il a rédigé un décret donnant à l'armée le pouvoir d'user de tous les moyens nécessaires pour empêcher les fascistes d'entrer dans Rome. Mais le chef de l'État, le roi Victor Emmanuel III, refuse de le signer. En Italie, le principal instrument de violence était l'armée. Or, son commandement était fidèle au roi. Si ce dernier lui avait ordonné de supprimer les fascistes, l'armée aurait obéi et les fascistes auraient été éliminés. Le lendemain, le roi invite Mussolini à Rome pour former une nouvelle coalition gouvernementale.
Les principaux adversaires du roi en Italie, les socialistes et les communistes, appelaient à la révolution et à l'abolition de la monarchie. À l'inverse, les partis politiques modérés, plus démocratiques, étaient divisés, relativement impuissants et incapables de faire face à la situation. C'est pourquoi en octobre 1922, le roi a nommé le chef du mouvement le plus vigoureux et le plus dynamique président du Conseil d'une coalition gouvernementale. L'État italien baisse les bras devant la violence fasciste. Bien que Mussolini dirige un gouvernement constitutionnel et qu'il n'y ait que 3 ministres fascistes, il fait en sorte de gouverner par décret la première année et prend lui-même la tête de toutes les forces de police du pays. Sans vraiment mesurer le danger, le roi a ouvert la voie à un État fasciste sous l'autorité de Mussolini. Ettore Ovazza est ravi de cette prise de pouvoir et du nouvel ordre qui s'instaure. Du point de vue d'un banquier conservateur, le fait que les grèves soient réprimées, les syndicats écrasés et que l'ordre soit enfin restauré est extrêmement positif. Désormais, le gouvernement en place ne plaisante pas. Il va dresser les gens et ramener l'ordre dans tout le pays. Très vite, les fascistes s'en prennent impitoyablement à leurs ennemis communistes. Le consulat britannique à Turin s'étonne du fait qu'ils agissent au grand jour. Enlèvements et assassinats dans les quartiers socialistes de la ville sont effectués méthodiquement, sans que la police n'intervienne. Aucune arrestation n'a lieu. En pratique, les communistes ne sont plus sous la protection de la loi. Et il reste encore une vingtaine de socialistes et de communistes sur la liste des hommes qui doivent être traqués et exécutés. Dans une villa turinoise se déroule une scène plus gaie. Après la naissance de son deuxième fils, Riccardo, Ettore Ovazza dispose sur le berceau les 3 symboles de ce qu'il respecte le plus. La patrie, la foi et la famille, tous sauvés, croit-il, par le fascisme. Sur le berceau où dort mon fils, j'ai fixé une cocarde tricolore. À côté du nom de Dieu, écrit en hébreu ancien sur une médaille en argent, les 3 couleurs chatoyantes attachées par un ruban bleu semblent illuminer la pièce. Au même moment, le banquier entend une fanfare militaire passer dans la rue en jouant l'hymne fasciste. Absolument ravi, il prend le bébé dans ses bras, il va à la fenêtre et lui dit « Regarde l'Italie nouvelle qui vient de voir le jour. Quelle chance tu as d'être né dans ce monde nouveau. » C'est une illustration très émouvante et très humaine de ce qu'un juif fasciste sincère mais aveugle pouvait penser et ressentir à cette époque. Comme d'autres fascistes, Ettore Ovazza est convaincu que cette violence va régénérer la nation. Désormais, l'objectif est de terroriser tous les opposants au régime. Fin 1923, Giovanni Amendola, l'ex-ministre qui avait tenté d'arrêter Mussolini, est passé à tabac par un groupe de cogneurs fascistes et laissé pour mort. En apprenant la nouvelle, Mussolini a ces mots. Bien, ce soir je dînerai de meilleur appétit. Mais malgré cette violence, le fascisme reste un parti minoritaire qui ne détient pas encore le pouvoir absolu.